Donc on revient. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez, d'accord. Donc on revient. Donc voici la conduite à tenir chez cette patiente. Maintenant, elle est sortie donc, de l'hôpital. Vous allez rédiger l'ordonnance. Qu'est-ce que vous allez donc lui donner? Qu'est-ce que vous allez lui donner, cette patiente? Vous allez rédiger son ordonnance. Qu'est-ce que vous allez lui donner? Avec un, oui. Contraception, très bien. Arrêter l'allaitement, donc très bien. Donc, chez cette patiente, on va donner des antivitamines K, une contraception efficace, mais pas de contraceptif œstroprogestatif, hein, parce que les œstroprogestatifs, ce sont des pourvoyeurs d'accidents thromboemboliques. Donc, on va donner une contraception avec donc, des progestatifs ou bien une contraception mécanique. Hein. Il faut arrêter l'allaitement, il faut faire attention aux interactions médicamenteuses et il faut donner des conseils diététiques. Bien sûr, alors contraception microprogestative, c'est sûr. Pourquoi pas AOD? Bien sûr, on peut donner des AOD. Hein. On peut donner des AOD. Mais l'intérêt donc de cet atelier, c'est de vous apprendre à manipuler les anticoagulants, hein, que ce soit AOD, que ce soit héparine, donc les héparines ou bien les AVK. Mais on peut donner des AOD. Hein. On peut donner des AOD. Alors, quelles sont les interactions médicamenteuses? Vous avez ici donc toute la liste des médicaments qui interfèrent avec les antivitamines K. Donc, il y en a qui potentialisent les antivitamines K, il y en a qui inhibent les antivitamines K. Donc, vous devez connaître quand même cette liste. La patiente est accompagnée aux urgences, elle est inconsciente, elle a une tension à 6,4. On apprend qu'elle a consulté il y a 2 jours un dentiste pour extraction dentaire. Le confrère lui a prescrit un antibiotique et de l'ibuprofène. Il lui a fixé un rendez-vous dans une semaine et lui a demandé d'arrêter les antivitamines K 3 jours auparavant. Alors, qu'est-ce que vous constatez ici? Quelles sont vos constatations? Quelles sont vos constatations? Donc, quelles sont vos constatations? Donc, il y a INS, effectivement. Il y a une hypotension. Il faut arrêter, donc il y a un choc. Elle a beaucoup saigné à cause de l'association des INS. D'accord. Donc, il y a donc les INS qui majorent donc le risque. Oui, qu'est-ce que vous constatez d'autre? Autre chose? D'accord. Donc, ce que vous constatez, vous allez voir qu'est-ce qu'on constate. D'abord, il y a cette prescription d'un anti-inflammatoire. Alors, pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas qu'ils prescrivent un anti-inflammatoire. Vous savez que si on prend la liste donc, des médicaments, vous voyez que les anti-inflammatoires, donc les INS, ils potentialisent donc les AVK, il y a un risque hémorragique. Ça, c'est la première constatation. La deuxième constatation, il a arrêté les antivitamines K avant l'extraction dentaire, alors qu'il n'avait pas besoin donc d'arrêter les antivitamines K. Donc, les gestes contre-indiqués sous anticoagulants, ce sont l'injection intramusculaire, l'injection intra-articulaire, l'anesthésie péridurale.
l'extraction dentaire n'est pas une contre-indication. On reçoit souvent donc, des lettres de la part de nos confrères dentistes qui nous demandent donc de faire des certificats, de délivrer des certificats, parce que euh, donc ils vont faire une extraction dentaire. Alors l'extraction dentaire ne nécessite pas un arrêt des antivitamines K. Il suffit donc de respecter les règles d'hémostase locale. C'est tout. Sinon, ça ne nécessite pas. Alors, que faire avant un geste invasif? Donc, si le patient a besoin d'un geste invasif, pas une extraction dentaire, mais par exemple le patient qui a une urgence chirurgicale, une appendicite, une occlusion, une péritonite, un accident de la circulation, etc. Hein, donc, il a besoin d'un geste invasif. À ce moment-là, donc, on doit manipuler et gérer donc, ce traitement anticoagulant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si le geste est à faible risque hémorragique, comme par exemple cette extraction dentaire, à ce moment-là, donc, pas d'arrêt des AVK, il faut juste respecter les règles d'hémostase locale. Par contre, si le geste est à haut risque hémorragique, à ce moment-là, donc, tout dépend de la situation. Si le patient il a une prothèse valvulaire, il faut arrêter les AVK à J-5, c'est-à-dire 5 jours avant le geste. Et puis faire le relais hein, par une héparine non fractionnée, et je dis bien non fractionnée parce que c'est une prothèse valvulaire mécanique, on ne donne pas d'HPPM. Héparine non fractionnée. Donc je tiens beaucoup donc à cette phrase relais par héparine non fractionnée en cas de prothèse valvulaire. Et puis on reprendra les AVK en post-op. S'il y a une fibrillation auriculaire avec un risque thromboembolique élevé, c'est la même chose, il faut faire un arrêt à J-5, 5 jours avant, faire un relais par l'HBPM et reprendre précocement les AVK en post-op. S'il y a donc une fibrillation avec un risque thrombotique faible, donc il faut faire un arrêt 5 jours avant. Pas besoin donc d'introduire l'HBPM et on reprend rapidement les antivitamines K à J2 du post-op. Donc ça, c'est des conduites à tenir standard qui reposent bien sûr sur des consensus. Donc on n'a pas besoin de modifier. Donc ça, c'est des conduites à tenir qu'on doit respecter. On n'a pas le droit de ne pas respecter. C'est un consensus. Ça repose sur des études épidémiologiques. On est obligé de tracer donc à la lettre cette conduite à tenir. Je tiens donc une importance, une importance donc à la connaissance donc de ce consensus. Quelle est la conduite à tenir devant un surdosage? Alors, quelles sont les règles d'hémostase locale? Qu'est-ce qu'on fait en cas d'urgence, appendicite par exemple? Je viens d'en parler. Les règles d'hémostase locale, ça c'est le dentiste qui le fait. Il connaît les règles d'hémostase. Il fait un tamponnement, il met des hémorragiques sur le coton. Ça, c'est le dentiste. Il connaît les règles d'hémostase locale. Une règle d'hémostase locale, c'est comprimer. D'accord? Maintenant, devant un geste chirurgical, devant une appendicite, voilà. Si geste à haut risque hémorragique, voici la conduite à tenir. Si le patient il a une prothèse valvulaire, voici la conduite à tenir. S'il a une fibrillation auriculaire, voici la conduite à tenir. La conduite à tenir, elle est différente en cas de risque thrombotique élevé ou bien en cas de risque thrombotique faible. Oui, je dis arrêter 5 jours auparavant. Oui. Je dis arrêter 5 jours auparavant et relais par l'héparine non fractionnée. À J5, vous donnez l'héparine non fractionnée. Pourquoi 5 jours auparavant? Parce qu'on a dit que le délai d'action des antivitamines K, il est long, 48 à 72 heures, et la durée d'action également, elle est longue. Elle est longue plutôt. Elle est longue, et donc le temps donc, que le médicament, les AVK, donc, soit éliminé, il faut mettre au moins
3 jours. Oui, en cas d'urgence chirurgicale, on va en parler. Ça, je n'ai pas oublié. En cas d'urgence chirurgicale, on va tout de suite en parler. Donc ça, c'est lorsqu'il y a un geste programmé. Maintenant, en cas d'urgence chirurgicale, on va en parler. Donc, la conduite à tenir devant un surdosage. Voici donc s'il y a un surdosage, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, les paris non fractionnés, on a dit que le moyen de surveillance, c'est le TCA. L'HBPM, donc il n'y a pas de surveillance systématique. Le fonds d'appareil, pas de surveillance. Il avait les AVK, l'INR. Donc, s'il y a un surdosage, on donne du sulfate de protamine par voie intraveineuse en cas d'héparine non fractionnée. Pour l'HBPM, il n'y a pas d'antidote. Et la même chose pour le fonds d'appareil MUX. Et pour les antivitamines K, on donne la vitamine K et les facteurs de la coagulation, le PPSP. C'est quoi un surdosage? Un surdosage, ça veut dire que la dose du médicament, elle était donc très importante et il y a eu donc il y a eu soit qu'il n'y a pas eu donc d'hémorragie, soit qu'il y a eu hémorragie. Donc il y a le surdosage asymptomatique où il n'y a pas d'hémorragie et il y a le surdosage avec hémorragie non grave ou bien avec hémorragie grave. Donc sur ce tableau, donc vous voyez les mesures correctrices. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc tout dépend de la cible. Si la cible, c'est entre 2 et 3, hein, c'est-à-dire 2,5, à ce moment-là, la conduite à tenir, elle est différente. Si la cible est supérieure ou égale à 3, c'est-à-dire entre 2,5, 3,5, 4,5, la conduite à tenir, elle est différente. Maintenant, si la cible, elle est entre 2 et 3, si l'INR est inférieur à 4, donc supérieur à 3 et inférieur à 4, c'est-à-dire entre 3 et 4, on ne fait rien du tout. S'il est entre 4 et 6, on saute une prise. S'il est entre 6 et 10, on arrête les antivitamines K et on donne donc de la vitamine K. S'il est supérieur à 10, et bien sûr, il faut arrêter les antivitamines K, hospitaliser le malade. Maintenant, quand la cible elle est supérieure à 3, supérieure ou égale à 3, entre 4 et 6, on ne fait rien du tout. Entre 6 et 10, on saute une prise et on demande un avis spécialisé. Supérieur ou égal à 10, on demande un avis spécialisé ou bien on hospitalise le malade. Est-ce que vous avez donc suivi cette diapositive? Est-ce que vous avez des questions concernant donc cette diapo? Vous n'avez pas de questions? D'accord, donc on continue. Maintenant, si le patient il a une hémorragie grave, à ce moment-là, donc on doit hospitaliser. Donc première situation, asymptomatique, hémorragie non grave. Deuxième situation, s'il y a un surdosage avec hémorragie grave, à ce moment-là, donc on hospitalise le malade, on lui donne le traitement donc, du saignement par un geste hémostatique s'il le faut, et on doit donner donc des médicaments pour viser INR inférieur à 1,5. On arrête les antivitamines K, on transfuse des fluides moléculaires et on donne du PPSP de la vitamine K. On fait INR 30 minutes après et puis 6 à 8 heures après. Si le patient arrive à une INR inférieure à 1,5, donc on va attendre et on va par la suite discuter la reprise après l'arrêt du saignement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprendre avant l'arrêt du saignement. Et puis donc, il faut insister sur l'éducation donc, du patient. Donc on revient vers le geste donc, chirurgical. Alors le geste chirurgical, en cas de, donc ça c'est en cas de geste programmé. Maintenant, si le patient il arrive dans une urgence chirurgicale, ça veut dire que le geste n'est pas programmé. Ça veut dire que nous n'avons pas le temps d'arrêter 5 jours auparavant les antivitamines K. À ce moment-là, donc, vous faites comme on a fait ici, comme pour une hémorragie grave. On va arrêter les antivitamines K, on va donner du PPSP et de la vitamine K, hein, et on va introduire une héparine à bas poids moléculaire ou bien une héparine non fractionnée, tout dépend de la situation. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Celui qui a, donc, a posé la question, voilà, donc c'est bon. Donc c'est ça la réponse.
Donc, en fin de compte, il faut toujours, donc, la meilleure façon de gérer les anticoagulants, c'est de faire une éducation thérapeutique pour le patient qui est sous antivitamine K. La première des choses, il faut lui expliquer qu'il doit avoir sa carte d'anticoagulant. Voici un modèle de carte anticoagulant. Vous et votre traitement anticoagulant par AVK. Hein. Donc, c'est un carnet d'informations et de suivi du traitement, sur lequel, bien sûr, il y a les informations du patient, les informations du médecin, la posologie, l'INR cible, hein, et puis donc les contrôles. Donc, la posologie avant le contrôle, la date du contrôle, le résultat du contrôle, la posologie après le contrôle. Donc, ça, c'est très important, normalement, pour gérer un traitement anticoagulant. Il faut expliquer au patient qu'en cas donc de saignement, le patient, il doit donc consulter. Alors, il faut savoir que le saignement, il peut être extériorisé comme il peut être ne pas être extériorisé. C'est-à-dire que le patient, comme chez cette patiente, vous constatez qu'elle s'est présentée pour une tension artérielle basse. Il n'y a pas de saignement extériorisé. Donc, c'est un état de choc. Donc, c'est à vous de chercher le saignement. Donc, devant un malade qui a des antivitamines K qui vient donc pour un état de choc, il faut tout de suite suspecter donc le saignement. Voilà, donc normalement, c'est bon. Nous avons terminé toutes les modalités donc, de prescription. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions? Vous n'avez pas de questions? Alors, est-ce que les corticoïdes potentialisent l'effet donc du traitement? Effectivement, oui. Les anticoagulants, effectivement, donc les corticoïdes potentialisent enfin, ils potentialisent pas plutôt, mais les corticoïdes, ils entraînent une inhibition. Attendez, on revient donc à notre tableau. Donc, ils entraînent. Donc, il y a un risque de résistance au traitement avec les corticoïdes. Voilà. Donc, ils ne potentialisent pas, donc ils inhibent les antivitamines. Est-ce qu'il y a une autre question? Si malade a vie sous AVK, le rythme de surveillance de l'INR. Donc, tout dépend. Donc, c'est une fois par mois. C'est une fois par mois. Hein. C'est une fois par mois si l'INR est dans la cible. Maintenant, si l'INR n'est pas dans la cible, vous faites la même surveillance. Vous augmentez ou bien vous diminuez 48 heures à 72 heures jusqu'à ce que vous arrivez à l'INR cible. Par la suite, donc, c'est 2 fois par semaine. Par la suite, donc, c'est 2 fois dans les 15 jours. Et puis, c'est une fois par mois. Mais en moyenne, pour le malade qui est suivi à vie, c'est une fois par mois. Oui, une autre question? Voilà, si vous n'avez pas de questions, donc on va arrêter et on vous dit au revoir.